Bien, bonjour. Bienvenue dans cette séance un peu spéciale qui arrive en bout de course d'un travail de recherche. Donc, on vous met quand même les informations de là où ça vient. Bienvenue aux derniers arrivants. Prenez place, pas de problème. Et donc, ce que vous allez voir est un projet porté par l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, une école de design, et porté par la Banque des territoires. Vous avez toutes les informations ici. Et nous avons sur scène Emma, Léo, Lorenzo et moi-même Max, puis Martin qui est là, qui ne sera pas forcément sur scène, puis Jérôme qui fait également partie de l'ENSAD. Ce projet un peu spécial qui s'appelle Métavers est un travail de recherche sur la soutenabilité du métavers, des métavers, en tout cas des futurs de l'Internet. Et ce débat auquel on vous convie est en fait un moment participatif, car nous allons nous prêter au jeu aujourd'hui d'être tous et toutes des chercheurs et chercheuses, et on va essayer de réfléchir ensemble. Et pour cela, la démarche de débat, en tout cas de présentation, puis de conversation à la fin qu'on aura, est encadrée par le laboratoire de déviation écologique que je représente, qui a mené finalement la méthodologie de réflexion sur le futur de ces internets. Donc ça, c'était juste pour le cadre. Et donc, dans ce séminaire-là, on est réunis pour discuter. Alors, ça fait un certain nombre de fois qu'on discute de ces sujets. Donc là, avec un nouveau public. Et donc, on va essayer de vous embarquer. J'imagine que personne jusque-là n'a participé à nos débats précédents. Donc, je vais vous faire un petit récap. Un petit récap sur donc, le fait que cette série de discussions, à quoi elle sert, qu'est-ce que finalement métavers, de quoi on parle, et quel va être notre objectif aujourd'hui. Donc petit récap, rien que sur les termes, pour être sûr de savoir de quoi on parle. Quand on parle de métavers, je ne vais pas vous asséner de texte sur la lecture des définitions, je vais plutôt vous montrer des exemples de qu'est-ce qu'on a en tête quand on emploie ces mots. Quand on parle de réalité augmentée, on parle de qui connaît Pokémon Go. Donc voilà, on parle de ça. Quand on parle de VR, on parle plutôt d'espace de réalité virtuelle, exemple Second Life, qui n'est donc pas forcément à travers une petite dalle d'écran en surcouche de la réalité, c'est une réalité en soi, numérique. Quand on parle en revanche de réalité mixte, on va parler de choses comme le HoloLens, c'est-à-dire finalement c'est la version vraiment plus poussée de la réalité augmentée, où on n'a plus besoin d'avoir un petit device, c'est complètement mélangé à notre quotidien. Donc là, à travers un casque, c'est chez Microsoft. Mais on pourrait penser à ça aussi, Star Wars. Quand on parle de métavers, on parle d'espace partagé en ligne. Alors le plus connu, ce serait Fortnite, qui est un endroit pour se tirer dessus et faire des jeux vidéo finalement à nombreuses personnes dans un seul espace numérique. Mais en fait, Fortnite, c'est aussi utilisé pour regarder des concerts, comme ici, un concert chorégraphié en ligne avec je ne sais pas combien de joueurs qui ne se tirent pas dessus, mais qui regardent un rappeur géant, donc qui partagent une réalité tous ensemble, une réalité virtuelle. Donc là, c'était donc c'était donc juste métavers. Et quand on mélange métavers et réalité mixte, ça donne encore ce genre de référence que vous avez déjà vu, c'est-à-dire partager la même réalité, mais avec une couche de numérique par-dessus. Et enfin, si on parle de partager la même réalité, mais dans un espace clos de réalité virtuelle, pas en surcouche du réel, on pense tout de suite à Ready Player One que vous avez dû voir. Ça, c'est ce que voit la personne qui a son casque. Elle voit un autre monde qui n'est pas en surcouche. Et enfin, un dernier point sur les équipements. Aujourd'hui, on a ce genre de choses, mais c'est probablement la préhistoire de ces équipements. Demain, on aurait plutôt des lentilles, a priori, ou des lunettes, ou autres, et que sais-je. Ça, c'était le point sur la partie méta de métavers, et le point sur la partie vert. Donc, pourquoi, en fait, ce jeu de mots très douteux aujourd'hui parce que, ça, je vais vous en dire un mot dans un instant. Donc, en fait, l'idée d'avoir cette réflexion, c'était de la pousser à la partie commission numérique des réflexions sur le climat. En fait, juste en un mot, pour résumer pourquoi c'est important de se questionner, aujourd'hui, les données en 2019, c'était qu'on avait en moyenne, les humains sur Terre, 8 équipements par utilisateur.
principalement concentrés dans les pays occidentaux, mais ça reste quand même énorme. Et je ne sais plus combien de ces équipements sont dans un tiroir en train d'attendre un jour d'être jetés ou recyclés, mais n'empêche que c'est quelque chose que vous avez dû expérimenter. Et l'autre point important, c'est quand on regarde ça, c'est une petite représentation du poids que fait une heure en poids de données, ce que fait une heure de Netflix par rapport à d'autres types de données. Quand on regarde le bilan carbone qu'a publié Netflix pour une heure de Netflix à plein régime, à un moment d'heure de pointe, ce qui donne à peu près 55 grammes d'équivalent CO2 par heure, fois 200 millions d'utilisateurs. Quand on prend cette donnée et qu'on se dit qu'en fait, peut-être que demain, les métavers, c'est des gens connectés sur Internet pendant toute une journée, donc 8 heures par jour, soit pour minimum, hein, parce que ce n'est pas uniquement pour travailler, c'est aussi pour se détendre le soir, c'est pour faire des apéros en ligne. Eh bien, quand on multiplie ce chiffre, on atteint 88 000 allers-retours Paris-New York par jour pour faire tourner un métavers massif qui serait utilisé autant que Netflix. Donc, ça force à se poser la question. Et nous, vu que c'est une grande question, on a utilisé une méthodologie tout à fait étonnante, qui est d'avoir collaboré avec le CERN sur une technologie encore balbutiante, qui est de la physique, de l'informatique quantique, c'est-à-dire utiliser un ordinateur pour sonder des dimensions parallèles, pour sonder des futurs possibles. Donc en fait, imaginez, parce que je ne peux pas vous dire la technique, parce que même moi, je n'arrive pas à l'expliquer, c'est comme si on jetait un lancer de filet sur le futur de l'Internet et qu'on en ramenait des trucs, et il s'avère que cette machine nous ramène uniquement des imprimes écrans ou des traces d'emails de corbeilles numériques, donc que des fonds de poubelles de serveurs Internet ou des fonds de corbeilles d'ordinateurs. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais n'empêche qu'avec ça, on a collecté tout un nombre d'archives et on a essayé de les grouper ensemble en trois grands groupes, et on va vous présenter ces 3 grands groupes qui sont 3 futurs possibles. Imaginez que du présent vers le futur, on se projette et qu'on ait 3 directions de futur possibles. En fait, sur ces 3 directions, on va essayer de les comparer. En tout cas, on a récupéré toutes ces données qu'on a récoltées avec cette informatique quantique, et on les a classées en 3 grands groupes qui sont en fait 3 directions de futur. Et toutes ces archives-là, en fait, on va essayer d'en faire sens pour discuter de aujourd'hui, on devrait prendre quelle direction sur les 3. Donc, on va vous présenter, c'était la fin de l'intro, on va vous présenter ces 3, on va dire, mondes possibles, qui ici sont présentés par 3 personnes qui sont les représentantes des groupes de recherche, parce qu'on était bien plus nombreux. Et après, on fera une petite discussion à la fin sur qu'est-ce qu'on pense de ces 3 mondes et vers où il faudrait qu'on aille, voire même on pourra peut-être voter sur le monde que l'on aimerait voir advenir. Et le but, comme on a déjà fait la démarche, c'était d'envoyer ça aux instances de réflexion sur les enjeux climat. Est-ce que c'était clair ? Du coup, on va maintenant voir ces différentes archives, ramener le futur, et je vais inviter Léo à nous parler du premier futur qui est en continuité du présent. Et si on ne changeait rien à peu près à ce qu'on fait aujourd'hui, à quoi ressemblerait le monde ? Et donc, on va échanger nos places. C'est parti. Alors, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Léo et aujourd'hui, je représente mon groupe 1 qui va être le groupe Meta Infinity. On va voir ensemble une trajectoire quantique qui va nous montrer un monde futur plausible dans lequel on a continué à avoir le même mode de consommation qu'aujourd'hui. Alors, en introduction, on vous a trouvé un document qui date de 2050 et qui est une annonce officielle gouvernementale française. Tout de suite, on l'écoute. Nous vivons dans une ère prospère, mais de nouveaux défis liés au changement climatique se profilent. Depuis 2030, nous avons tout misé sur les puits de carbone et l'utilisation des énergies vertes. Mais si c'était pas suffisant, mes amis, le futur n'est peut-être pas aussi sûr que vous ne le pensez. Les énergies fossiles se raréfient et l'atmosphère se réchauffe. Qu'adviendra-t-il de vos familles quand l'électricité viendra à manquer ? Y avez-vous déjà songé ? Parce que nous, oui. Et c'est pour cela que nous avons lancé le programme ITER. Depuis sa mise en fonction en 2035, on produit l'énergie la plus propre qui n'ait jamais existé. Le tout premier générateur d'électricité à fusion nucléaire. Fini les restrictions, l'abondance frappe à votre porte grâce au métaverse. Vivez vos meilleurs moments en adéquation avec vos principes. Le sport n'est plus un problème d'équipement. Voyagez sans polluer, assistez à des milliers de formations et des événements sur mesure.
grâce aux subventions de l'État, mettez-vous à l'abri, effectuez la transition, développez votre entreprise dans le métaverse. Avec la fusion, parier sur le métaverse, c'est faire le choix d'un avenir décarboné. Ceci était un message du ministère de l'Écologie et du Développement numérique. Donc voilà, ce qu'on vient d'écouter, c'était un message officiel du gouvernement de 2050 où on y apprend qu'une technologie ITER est devenue principale source d'énergie électrique, donc c'est de la fusion nucléaire et non plus de la fission nucléaire. On a aussi retrouvé ce document qui est un dossier de demande de méta-subvention qui date lui aussi de 2050, qui est en réalité un pop-up, qui montre bien que l'État subventionne et finance cette transition dans le métaverse. Alors, notre présentation va être séquencée en 4 sous-parties et tout de suite on va voir la partie produire. Alors ça, ce sont les combinaisons haptiques telles que vous les connaissez, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, c'est pas très esthétique et c'est quand même assez encombrant. Mais ce qu'on a retrouvé dans le futur, c'est vraiment autre chose. On a retrouvé notamment cette publicité Decathlon Plus, vivez les sensations de votre match depuis votre parquet. Nouveau capteur haptique de précision fait pour le e-sport. Alors on imagine que là, toute la combinaison qu'on a vue en 2056 a été synthétisée en un seul bracelet. On a aussi retrouvé cette image issue d'une extrait de campagne de présentation des nouvelles technologies dans le domaine du médical. Et on croit apercevoir ce qui peut être comme des faux ongles dans lesquels on aurait glissé des capteurs haptiques qui permettent une haute précision, notamment pour la médecine et pour la chirurgie. Donc on peut très facilement imaginer des chirurgiens qui opèrent de l'autre côté du monde. Mais alors, c'est une technologie qui s'est aussi développée dans les milieux créatifs, comme ici avec Rhino 41, qui est un logiciel de 3D, ici utilisé en réalité augmentée. Donc, produire, finalement, dans notre monde, qu'est-ce qu'on y retient ? On y retient des équipements haptiques qui ont drastiquement évolué, une XR qui s'est étendue dans presque tous les domaines, et les métiers manuels et créatifs se sont adaptés à ces technologies. Tout de suite, on va voir le monde habité. Alors, pour l'habitation, on a retrouvé cette capture oculaire d'une devanture en 2058 d'un magasin H&M que vous connaissez très bien. On y lit « Vos magasins H&M fermeront définitivement à partir du 17 septembre 2058. Pas de panique, on se retrouve très vite sur notre nouvelle plateforme VR. » Alors, cette image, de ce qu'on en a interprété, nous dit que H&M a fait la transition, s'est directement développé dans le métaverse et a fermé ses magasins physiques. Alors, est-ce que ça vous paraît probable aujourd'hui ? Nous, ça nous paraît probable. Zara avait déjà commencé la transition et s'était beaucoup intéressé à la mode dématérialisée. Alors, un autre document, un papier, si on peut encore appeler ça un papier en 2060, de BFM TV qui nous dit qu'en 2060, plus de 200 000 logements sociaux ont été créés à Paris suite à la délocalisation des magasins dans des entrepôts. Alors cette carte, ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle nous a révélé, c'est que des entrepôts massifs ont été déployés dans les périphéries de Paris et ont laissé d'énormes logements vacants, d'énormes places vacantes, de bâtiments vacants, et que ça a été réintroduit en logement. Alors, habiter, qu'est-ce qu'on en retient dans le Meta Infinity ? C'est la continuité de notre système de consommation, mais en ligne, la délocalisation des magasins et des zones de stockage dans les villes, en dehors des villes, et la transformation des rez-de-chaussée vacants en logements solidaires. Tout de suite, on va parler de la transmission. Le facteur transmettre, c'est quelque chose de très important. Le groupe Meta de Zuckerberg l'a très bien compris et mise énormément sur les écoles en ligne et sur la transmission en ligne. Alors nous, on a retrouvé quelque chose d'assez intéressant dans ce coup de filet quantique. Je vous fais écouter tout de suite et on en reparle juste après. Faut oublier quelque part. Bon, tout le monde semble connecté là. Ça me semble bien. Bon, on peut commencer. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu aujourd'hui, nous allons suivre une formation d'éducation de Baby dans le métier. Cette formation, elle va vous apprendre à vous occuper d'un enfant virtuel. Cette journée d'études, elle vous est rendue possible grâce au protocole Reborn Baby. Bon, tout le monde peut se connecter sur le groupe annexe de la classe. On peut commencer. Reborn Bonjour et bienvenue dans votre formation in Reborn Baby.
Nous allons voir ensemble comment s'occuper de votre nourrisson numérique. Alors assez intéressant, en fait, c'est une captation audio qu'un étudiant ou une étudiante aurait fait lors d'un de ses cours dans le métaverse. On y apprend qu'une certaine entreprise, appelée Babe E, se serait massivement développée et des cours de nourrisson numérique seraient mis en œuvre. Alors on a aussi retrouvé une campagne publicitaire de ce même annonceur, Babe E, mais qui, elle, date de beaucoup plus loin, de 2096. On y voit, on y interprète surtout que les nourrissons numériques seraient bien moins chers que les enfants nés naturellement. On a aussi retrouvé ce qui paraissait être un simple pop-up et qui en réalité s'est avéré être un ticket, comme un ticket de caisse dématérialisé suite à l'achat mensuel, enfin à un abonnement mensuel d'un bébé numérique. Et c'est pas tout. On a retrouvé sur le site officiel de Babe E de 2098 cette interface qui permet la personnalisation de son bébé numérique, avec des critères que l'on peut choisir et qui dépendent de l'abonnement qu'on va prendre. Alors, est-ce que ici dans la salle, ça surprend? Est-ce que ça vous paraît bizarre? Un petit peu, ouais. Bah écoutez, peut-être pas tant que ça. Il faut savoir qu'en 2019, déjà aux États-Unis, sont donnés des cours, depuis 2019, sont donnés des cours où l'on donne à des lycéens et lycéennes un faux bébé pour qu'ils apprennent les responsabilités parentales et à s'occuper d'un nourrisson. Mais c'est pas tout. La marque Reborn & Co fabrique et commercialise des bébés très réalistes qui aujourd'hui marchent très très bien, se vendent très très bien, c'est une industrie prospère. Mais alors nous, avec notre équipe de recherche, on s'est demandé comment est-ce que ça se fait que les gens se tournent vers ce genre d'alternatives. Pour ça, on a relevé quelques papiers qui parlent notamment du questionnement des nouvelles générations à faire des bébés, notamment dû à l'éco-anxiété et à la baisse drastique de la fertilité. Alors transmettre, qu'est-ce qu'on en retient? La démocratisation de l'adoption d'enfants dans le monde virtuel, la personnalisation des enfants numériques, ainsi que l'évolution de la conception de famille. Tout de suite, nous allons voir le dernier point qui est l'alimentation. Dans le cadre de l'alimentation, nous avons retrouvé une publicité baptisée Print It qui date de 2052. Alors, on croit y reconnaître, mais en vrai, avec nos équipes, on a bien cherché. Et il s'agit en effet d'une imprimante 3D de nourriture qui fonctionne à l'aide de cartouches, un peu comme une Nespresso. Alors on s'est demandé, c'est sûrement quelque chose de niche, c'est sûrement quelque chose que les gens n'utilisent pas vraiment dans le futur. Et en continuant à chercher, on s'est notamment baladé dans des métaverses en 2079 et on a retrouvé une publicité Régale-toi à Tokyo depuis ton canapé. En fait, ces imprimantes ne vendent pas non de la nourriture, mais une réelle expérience culinaire grâce à leur technologie. On a retrouvé aussi ce papier, cet article de presse de 85, qui nous dit que 80% des foyers français possèdent une imprimante alimentaire, une hausse de vente depuis 2060. Ça nous paraît extrêmement étrange, mais en fait, on a tout compris une fois qu'on a retrouvé cet extrait de panier achat en ligne Monoprix. Dans cet extrait de panier achat en ligne, on a notamment retrouvé des aliments qui aujourd'hui nous paraissent complètement banals à des prix exorbitants, alors que les cartouches alimentaires, elles, sont à un prix dérisoire. Il est alors, dans le futur, bien plus avantageux de consommer en kit, en cartouche. Vous allez me demander comment ça se fait, et là je vais vous laisser la parole, Max. Bah oui, parce que pour comprendre ces objets totalement banals, j'allais dire, je voulais faire jeu de mots avec totalement banane, mais ça ne marche plus. Il faut faire un petit récap des séances précédentes. Dans les séances précédentes, on s'est intéressé à ce schéma que vous connaissez peut-être. Qui connaît ce schéma? Une personne. Ce schéma, c'est un des schémas scientifiques les plus importants du siècle a priori, car il incarne tout le défi de notre civilisation. Ce sont une partie des scénarios qu'a fait le GIEC, le groupe interministériel d'experts sur le climat, qui informe des événements comme la COP27, pour savoir quel est le scénario que l'on va prendre en termes de quantité d'émissions. Donc ça, c'est la quantité d'émissions de carbone. Et on a rajouté ici, en nombre de degrés, ce que ça donnerait en termes
en termes on va dire de dommages sur la planète. Et ce qu'il faut, comme c'est un petit peu dur de réaliser ce que ça veut dire en fait, plus 2 degrés, plus 3, plus 4, plus que vous voulez, plus 4, on s'est dit on va vous donner une petite aperçu. Parce qu'en fait, il est très probable que dans ce monde-là, on soit dans un monde qui atteigne les plus 4 degrés en 2100. Alors plus 4 degrés, donc ça c'est un extrait des slides de Valérie Masson-Delmotte qui ont été présentés au gouvernement dans leur séminaire de rentrée il y a 2 mois. Elle montre donc dans tous les différents secteurs d'analyse scientifique quelles sont l'importance de gravité des différents degrés. Donc 4, c'est le maximum partout. Sachant que 4, ce n'est pas le maximum que pourrait atteindre la planète. Le maximum, c'est potentiellement 8. Parce que si on atteint 4, potentiellement qu'on ne peut plus rien arrêter, qu'on atteindra les 8. Mais c'est pour ça qu'on s'arrête à 4, parce que en gros, le game est plié si on atteint les 4. Donc ça, c'était ce que je vous montrais pour le 4. L'autre point, pour réaliser ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ici, dans un monde à plus 4 degrés, le nombre de jours qui deviennent inhabitables sont représentés sur cette carte. 300 jours par an, ça correspond à peu près à la couleur sombre ici. Donc dans tous ces endroits, il est impossible de vivre sans équipement externe, donc sans clim, sans scaphandre, sans ce que vous voulez, sans habiter sous terre, plus de 300 jours par an. Pour information, cette prédiction-là de plus 4 degrés, c'est en 2100, c'est-à-dire dans une grand-mère. Quelqu'un né aujourd'hui, que cette personne aura à peu près 70 ans et quelques, eh bien, elle connaîtra ça. Si on prend la trajectoire plus 4, j'espère bien qu'on ne prendra pas cette trajectoire, mais en attendant, pour vous donner une idée de pourquoi ça va si vite, une bonne manière de le comprendre, c'est de le mesurer en poids. Ici, c'est une représentation qui montre le poids que ferait la biomasse, donc tous les êtres vivants sur Terre. Ça, c'est le poids des humains, tous les humains mis sur une balance. Et ça, c'est le poids de toutes les productions humaines qui font à peu près, donc voilà, qui dépassent la petite tour. Sachant que le champion, c'est le béton, qui est d'ailleurs le plus gros émetteur de CO2 sur Terre. Mais la particularité, c'est d'essayer de comprendre qu'en fait, la prédiction aujourd'hui, si on continue tel quel, c'est que d'ici 20 ans, on multiplie par 3 cette fameuse tour. C'est ça aujourd'hui qui sont dans toutes les statistiques. Et c'est ça qui dit que, pour le moment, ce n'est pas impossible qu'on atteigne ce plus 4 degrés. Aujourd'hui, on pense de manière optimiste qu'on atteindra plutôt celui-là, le plus 2,7. Et on est aujourd'hui à 1,4 à peu près, 1,3, on ne sait pas trop. Et enfin, dernier point, pour vraiment comprendre ce dont on a parlé dans les autres séances, ça, c'est les secteurs qui émettent le plus de CO2, en tout cas d'équivalent en gaz à effet de serre. Et le numérique, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'aujourd'hui, il ne représente que 4% de ces émissions, mais que si une explosion, une révolution numérique a lieu, de l'Internet des objets jusqu'au métavers et autres, on pourrait passer à 10%, ce qui, en fait, commencerait à être bientôt autant que tous les transports réunis. Donc ce n'est pas du tout négligeable, ce qui fait que si on veut avoir une seule image, pour tout résumer, ça donnerait ça. Qui est une représentation d'artiste. Ce n'est pas une représentation scientifique, en revanche, elle est assez proche de beaucoup de données qui impliquent forcément des mouvements migratoires, qui impliquent une répartition différente aussi agricole, évidemment. Et donc, pour arriver à comprendre ça dans notre analyse, en fait, on s'est dit que potentiellement, le monde qu'on a nommé Meta Infinity, qu'on vient d'explorer, en fait, il aurait pris cette trajectoire jusqu'en 2050, il aurait inventé la fusion nucléaire à partir de là, et diminué drastiquement ses émissions de CO2, mais c'était un peu trop tard. Donc, les choses se sont emballées. Ça, je vous rappelle, c'est les émissions de CO2, ce n'est pas le nombre de degrés. Donc, ça veut dire qu'on peut atteindre des émissions quasiment neutres, mais que c'est trop tard en termes de... Donc voilà pour le récap historique des différentes séances qu'on a eues précédemment. Merci Max. Je vais tout de suite vous faire un petit récap de ce qu'il faut retenir du monde Meta Infinity sur lequel on a travaillé avec mon équipe. L'adoption d'enfants numériques, les cours en ligne, la fermeture de tous les magasins physiques, ITER fournit une énergie abondante et renouvelable, des accessoires haptiques de haute précision, les États financent les transitions dans les domaines virtuels et l'impression de nourriture suite à la raréfaction des produits rares. Hop, voilà, merci beaucoup. Donc on va maintenant passer au deuxième lancer de filet qui nous a ramené un deuxième lot d'archives et qui a été nommé différemment. Donc on a nommé ce futur. Je vais te laisser
passer les slides. Donc, Oui, du coup, là, on va. Donc, bonjour, je suis Emma. Et là, on va se rendre dans un autre futur. Donc, on va juste ici. Accrochez vos ceintures, ça va aller très, très vite. Donc, avec mon équipe, le groupe 2, on a travaillé sur le monde qu'on a nommé métatransition. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Est-ce que ça s'affiche ? Et donc en fait, ce monde, il semble reposer sur la relocalisation de pratiques émettrices de CO2 vers les métaverses. C'est-à-dire qu'en fait, travailler, aller au cinéma, se déplacer, voyager, aller voir un concert, maintenant, toutes ces activités se font en réalité virtuelle. En bref, dans le monde de métatransition, en fait, on fait une sorte de pari sur l'avenir, rendu possible grâce justement à la XR et au métaverse. Mais nous, en tant que chercheurs, on se demande si ce pari sur l'avenir, il n'est pas un petit peu risqué. Et donc, parce que en fait, l'enjeu, c'est que pour faire tourner ces mondes virtuels en direct, avec des interactions, il faut énormément de data. Et donc, à titre d'exemple, on a retrouvé ces offres de forfait en 8G, qui fournissent 500 Tera mensuels, ce qui est donc 5000 fois plus que nos forfaits 100 Go qu'on a aujourd'hui. Et donc on se demande comment le métaverse peut être soutenable s'il consomme autant de données que ça. Et donc pour comprendre la soutenabilité du monde de métatransition, voici une vidéo de Brut qui date de 2050 et qui présente en fait les concessions faites dans différents secteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo ? Eh bien, que le monde métatransition est très paradoxal. Parce que d'une part, il y a une régulation des émissions de gaz à effet de serre, avec la mise en place de certaines lois et du crédit carbone qui est quand même assez contraignant. Et en même temps, de l'autre côté, on a un monde numérisé avec la réalité mixte qui est omniprésent, alors qu'a priori, il consomme énormément de CO2, justement. Et donc notre hypothèse, c'est que le monde métatransition est presque neutre en carbone grâce à ces lois et au crédit carbone, et que cette transition entraîne une explosion de la quantité de données, ça c'est certain, mais en parallèle, les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'énergie, de l'industrie sont beaucoup moins émetteurs de CO2 justement grâce à la XR. Mais concrètement, quand même, on se demande comment ces usages ont été transformés. D'abord, voyons ce que signifie habiter dans le monde métatransition. Dans un mail qu'on a retrouvé du coup, qui est destiné aux habitants d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris, donc ce mail il date de 2038, on comprend que les parkings d'immeubles ont été réhabilités en centre de stockage de données pour les usages numériques de ce même immeuble. Mais comment ça marche ?
Aidé par ce schéma, on a compris qu'en fait, ils venaient récupérer l'énergie produite par les métros pour alimenter justement ces centres de données. Et en fait, ces centres de données produisent de la chaleur quand ils sont en action. Et cette chaleur est récupérée pour chauffer justement cet immeuble. Et en fait, au début, ça nous paraissait un peu bizarre, mais on a tombé sur, on a repensé à ce projet de la ville de Paris avec la RATP qui avait pour but justement de chauffer les immeubles avec le métro. Et enfin, on a retrouvé cette facture d'énergie qui montre que que le prix total est réduit grâce justement au chauffage produit par les data centers. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? Eh bien, que la réduction drastique de l'usage de la voiture a rendu les parkings complètement inutiles et que donc ils ont été transformés en centres de stockage pour développer justement un numérique énergétiquement plus sobre. Voyons maintenant ce que signifie produire dans le monde métatransition. Alors, on a retrouvé cette capture oculaire de 2050 sur laquelle on voit ces chaises toutes blanches qui sont bordées de petits pointillés noirs qui nous ressemblaient à des QR codes. Et en effet, c'était bien cela, puisqu'après, on est tombé sur cette même capture oculaire, mais cette fois-ci, sur laquelle étaient appliqués des filtres de personnalisation sur toutes les surfaces blanches d'avant. Et enfin, on a eu la chance de tomber sur le screen, la capture d'écran du site Ikea en 2052. Et donc, on voit que le mobilier que le mobilier est acheté, mais que les filtres, eux, sont loués. Et donc, on peut voir qu'on a des filtres entre 2 et 5 euros par mois et en dessous de 10 crédits carbone. Et donc, ça nous a permis de comprendre que le crédit carbone était bien une monnaie à part entière et qui n'était pas proportionnelle en fait aux autres devises telles que l'euro, le dollar, etc. Et donc, grâce à ce site Ikea, on a pu en déduire deux choses. Premier point, que du coup, Ikea a poussé la standardisation de sa production encore plus loin, parce que en gros, tout est blanc, ou très neutre dans les couleurs, tout est uni. Et qu'en fait, au lieu de changer de mobilier selon les saisons, selon les tendances, en fait, il suffit de télécharger des nouveaux filtres de personnalisation. Et on voit que c'est ça s'est développé pareil pour d'autres secteurs comme la mode, par exemple, avec cette pub pour H&M et pour Nike. Donc vraiment, tout est blanc et grâce à la XR, ça se personnalise. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Eh bien qu'au-delà de la personnalisation ludique de la XR, en fait, la XR elle a un vrai rôle écologique puisqu'elle permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone qui est due du coup à la fabrication des matériaux, à leur transport aussi. Et maintenant, nous allons voir ce que signifie transmettre en fait dans le monde de métatransition. Donc le premier document sur lequel on est tombé, c'est ce dessin numérique qui visiblement a été fait par un enfant. Et je vous avoue qu'au début, on n'a rien compris. Ça nous a fait rire entre chercheurs 5 minutes, mais au-delà de ça, on avait un peu du mal à saisir. Et en fait, ça nous faisait beaucoup rigoler, cette espèce d'enfant suspendu au plafond avec les fesses rouges, avec un cordon ou alors absorbé par le soleil. Et puis surtout, on ne comprenait pas cette obsession pour l'anonymat avec toutes ces barres noires sur les yeux. Mais Coucou maman. Puis, en fait, on a découvert l'existence d'une entreprise consacrée à la création d'expériences immersives pour l'apprentissage. Et en croisant les multiples autres documents, tout était plus clair. En fait, on a compris que le personnage un peu louche du dessin précédent était en fait un singe dans une immersion en réalité mixte. Et en fait, cette expérience parmi les singes, en réalité virtuelle, donc, elle a été vécue par beaucoup d'enfants. Et c'est un peu en fait le Brian in the Kitchen, mais à la sauce métaverse, quoi. Et donc il faut vraiment comprendre qu'en 2040, la XR, c'est devenu la norme en termes d'apprentissage. Donc ce qu'on retient de la partie transmettre, c'est que déjà l'école existe toujours en physique, mais aussi que la XR a rendu accessible des expériences très onéreuses, autant sur le plan financier que sur le plan carbone, dans le plus d'écoles possible. Et surtout, nous, la question qu'on s'est posée, c'est du coup, est-ce que les zoos existent encore ? Est-ce que d'autres lieux culturels comme les théâtres, les cinémas ou même d'autres lieux comme les salles de sport, est-ce que ces lieux existent toujours en physique ? Et ça, on n'a pas encore pu trouver la réponse. Et donc, je vous propose de voir le dernier point, donc la partie alimentée. Donc j'ai sélectionné pour vous un échange entre un youtubeur et une développeuse d'une intelligence artificielle. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça tout de suite.
Salut la famille, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'OPI, la nouvelle intelligence artificielle créée par XR Transition Europe dans le cadre de son programme Zéro Gaspillage Alimentaire lancé il y a déjà 2 ans. Elle a été présentée ce matin lors de la MWDC Online où j'ai pu interviewer Lana Kovic, la développeuse de l'IA. Allez, je vous laisse écouter. Salut Lana. Salut Maxime. Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet OPI? Oui, bien sûr. Alors OPI, c'est un projet qui a été créé main dans la main avec les gouvernements européens pour tenter de mettre fin à un problème qui est plutôt bien connu, qui dure depuis de nombreuses années, mais qui continue quand même à émettre quasiment 10% de gaz à effet de serre. C'est le gaspillage alimentaire. Nous avons donc développé OPI, une intelligence artificielle ultra sophistiquée qui repose sur la reconnaissance et l'analyse ultra poussée des aliments et des objets. Le principe est simple, comme tu peux le voir sur la vidéo, l'IA va analyser l'état de tes aliments et t'indiquer combien de temps il te reste avant leur date de péremption. Ce qui est génial, c'est qu'au-delà de t'indiquer un pourcentage, elle va faire des comparaisons entre tous les aliments qui sont dans ton frigo et te proposer du coup des recettes adaptées pour éviter de gaspiller certains produits. Ce qui veut dire que quand tu vas faire tes courses, t'as juste à balayer du regard les aliments que tu veux analyser et les informations pop sur les produits. Ça fait ensuite une sélection de ce qui pourrait le mieux correspondre avec ceux déjà dans ton frigo, mais également en fonction des produits locaux de ta ville. Voilà. Alors désolé pour la qualité de son, mais le lancer quantique, c'est encore un peu approximatif, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vous diffuse pas la suite de la vidéo, mais en gros, la développeuse explique que l'agriculture a été relocalisée en périphérie des villes. Et donc... Pardon, parce que moi je suis perdue. Et donc, comme vous l'avez compris, le gaspillage alimentaire étant devenu un énorme fléau à combattre, la voie du numérique, en l'occurrence ici les intelligences artificielles, ont été développées pour combattre et pour résoudre ce problème plutôt. Et donc, au-delà de la dimension pratique du dispositif, on apprend plus tard dans la vidéo que cette intelligence artificielle, elle a permis de créer aussi une communauté pour échanger des recettes anti-gaspillage et ce genre de choses. Donc, après avoir exploré différents domaines d'usage dans le monde métatransition, on a passé plusieurs curseurs. Et donc, nous, on se situe ici parce que, en fait, c'est un monde très paradoxal qu'on a découvert. Mais, en fait, c'est un monde qui fait énormément de concessions pour pouvoir se développer. Et donc, il y a des concessions qui ont été faites dans tous les domaines, l'agriculture, l'alimentation, l'éducation, etc., pour développer une sorte de solution magique qui, il l'espère, sera viable. Et donc, merci de m'avoir écouté. Et je vais laisser la parole à Lorenzo pour le dernier monde. Bonjour. Alors, ça va faire un peu mal, parce que on va un peu bousculer les habitus. Imaginez-vous un monde où on ne prend plus l'avion, où plus de voitures pour les personnes seules, où le monde, en fait, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est totalement modifié. Pour faire simple, on a trouvé une conférence dans notre filet quantique, et je vais vous la lire maintenant, pour que vous compreniez à peu près de quoi il s'agit. Voilà. Très chers confrères, amis et concitoyens, nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de l'application active du programme de transformation frugale porté par le gouvernement des coalitions élu en 2027. Dans le cadre du séminaire Haute efficience et frugalité active, initié par la chaire Déviation technologique, nous explorerons les pratiques et rêveries techno-contemporaines. En 2023, l'Europe connaît de grands bouleversements. Les élections présidentielles kazakhes du 20 novembre 2022 ont fait fléchir la volonté de neutralité du pays, qui s'engage dans le conflit russo-ukrainien, sous la menace du gouvernement russe. S'ensuit la fermeture du Russian Consortium Pipeline, dont Moscou est actionnaire actuellement à 31%. Ce bouleversement géopolitique coupe la France de son principal partenaire pétrolier. Le Kazakhstan représente aujourd'hui près de 16% des importations de pétrole en France. Ces événements ont plongé l'Europe dans la première famine énergétique occidentale du XXIe siècle. Les prix des biens de première nécessité explosent, les magasins se vident, les stations essence se tarissent et des manifestations éclatent dans tout le pays. C'est par ailleurs cette année qu'est promulgué un texte de loi, une loi obligeant la réparabilité et l'éthique du numérique en France. Elle sera adoptée à l'échelle européenne 4 ans plus tard. Mais les choses ne faisaient que commencer. En effet, on peut se souvenir, en 2024, de nombreuses crises arrivent. Été 2024 s'installent des vagues de chaleur sans précédent dans le monde. Et les projections du GIEC de 2050, qu'on a évoquées tout à l'heure, étaient en réalité un petit peu à côté de la plaque.
25 juillet 2024, des pics de chaleur atteignant 47 degrés font prendre feu la décharge d'Agbogblochi au Ghana. Le 8 août 2024, à Kolwezi, en République démocratique du Congo, les chaleurs rendent impossible l'extraction minière par les humains. S'ensuit à Marikana, en Afrique du Sud, l'abandon des mines de platine rendu aussi impossible par la chaleur. La révolte des mains du numérique marque la fin des importations sauvages de déchets numériques européens et une pénurie mondiale des métaux et terres rares. Les répercussions sont colossales. 7 mois plus tard, la Chine met fin à l'importation de matériel numérique à direction de l'Europe et de l'Occident. Cela marque une pénurie des équipements évidemment numériques en Occident. En quelques années, l'Europe et a fortiori la France dû s'adapter à un contexte de disette énergétique et numérique sans précédent, provoquant des changements majeurs dans les modes de vie des citoyens. En effet, lors des élections présidentielles de 2027, c'est le parti de la coalition qui passe avec pour programme la promesse d'un État actif dans la transition au monde de demain. L'année suivante, le ministère de la Transition frugale rend son premier plan d'action. 2028, de nombreux bords de fleuves en urbanité sont mis en culture. Un Internet d'État est créé et l'État rationalise les réseaux ferroviaires et énergétiques. Il met en place la prime à la frugalité pour les entreprises et déploie un plan de subvention pour la transition low-tech sur tout le territoire. Donc ce qu'on peut retenir de cette petite conférence, c'est peut-être 3 grands points. Un monde bouleversé, monde bouleversé aussi dans les échanges et les manières de réagir entre les personnes, mais une volonté populaire de changement, puisque c'est celle qui porte au pouvoir ce gouvernement de la coalition. Première question, évidemment, comment est-ce qu'on se nourrit dans un monde qui a tant changé ? En premier lieu, on a du coup cette capture d'écran qui permet de bien comprendre cette implication du gouvernement dans la transition urbaine vers l'alimentation, en montrant des récoltes exceptionnelles sur les berges parisiennes. Les berges sont mises en culture et ça fonctionne. Donc ce n'était pas juste une vue de l'esprit. Et forcément, on s'est posé la question du numérique. Qu'est-ce qu'il advient du numérique et de l'agriculture ? Et on est tombé sur ça, une publicité pour le Fongiverse. Très vite, on s'est dit, OK, il y a un truc peut-être ici, proposer un genre de métaverse qui permette d'augmenter nos capacités de production, de rapport au vivant. Mais très vite, on est tombé sur cet article. La fin du Fongiverse, nouveau départ pour l'agriculture. Je vous épargne la lecture, mais peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que le Fongiverse a été abandonné parce que trop énergivore et que du coup, ses bienfaits étaient bien moindres par rapport à ce que cela coûtait. La dernière petite information qui est peut-être la plus réjouissante, ce serait que ça a pu peut-être permettre une augmentation des vocations dans le secteur agraire. En conséquence, l'usage du métaverse dans l'agriculture, on l'oublie pour la population générale, mais il va rester quand même un outil réservé aux scientifiques, donc CNRS et peut-être AgroParisTech. À côté de ça, on a du coup une généralisation des modes d'agriculture extensive et de l'agriculture urbaine qui commence à véritablement être crédible. Enfin, du coup, on produit de la nourriture, mais on produit aussi d'autres objets. C'est ce qu'on va aborder maintenant. On est tombé sur cette petite capture d'écran. Back Market, vous connaissez tous, j'imagine, c'est un super projet. Et là, on s'est rendu compte que Back Market s'était vraiment développé en dehors de en ligne, mais sur le territoire, et avait ouvert quantité de petits magasins qui seraient un peu à l'image d'aujourd'hui, ce qu'on a, nos petits réparateurs, mais deviennent franchisés un peu à l'image d'un Franprix, seulement là spécialisé dans la réparation, qui permet de véritablement avoir une généralisation des caractéristiques et des besoins et exigences de la réparabilité. À côté de ça, on s'est demandé du coup quel était le devenir d'autres plateformes internet que l'on connaît aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on est tombé sur Metagram. Metagram, vous l'avez compris, c'est Instagram et qui a fait sa petite transition sauce méta. Et donc voilà, quelques petites choses qui nous ont interloqués. L'interface est ultra frugale. Et on a ici du load on demand, du coup les petits carrés gris. Il faut cliquer pour être sûr de pouvoir voir son image. Les images sont très basse qualité. En fait, ça développe une nouvelle esthétique. Et on se rend compte qu'un géant de la tech qui est Meta et Instagram, a fortiori, peut être acteur d'une transition par juste son interface. Ici, on a une interface qui est très peu consommatrice. Enfin, là, on est tombé sur quelques images qui nous laissaient entendre que, certes, on avait des initiatives façon back market, mais qu'il est possible d'être un petit professionnel du réparage et de la réparabilité sans être franchisé. Du coup, on entre dans une ère du réparable et il y a un web léger qui commence à se dessiner. Pour aller plus loin, on va du coup s'intéresser à comment est-ce que on transmet, et c'est cette petite métagramme qui nous a, on va dire, mis la puce à l'oreille. On est tombé là-dessus. Bon, on est d'accord, c'est un peu austère. Une boîte mail,
Et ce qui nous intéresse ici, en dehors de cette interface, dont on a vu les bénéfices en termes de décarbonation, en fait, c'est ce petit texte qui nous a permis de nous pencher sur une pratique qu'il y a aujourd'hui, qui est répandue, qui est le jeu en ligne, mais qui nous semble problématique au vu de ce que ça consomme et ce que ça sera amené à consommer dans le futur. Et donc, c'est une jeune fille qui vient d'apprendre la bonne nouvelle qu'elle est potentiellement sélectionnable pour passer en équipe nationale. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que le e-sport, ça continue. Il n'y a pas une fin et un oubli total de tout, juste il se recentre sur les territoires, il se relocalise. Un peu à l'image en fait, d'un club de sport traditionnel, façon foot ou rugby ou autre, mais qui utilise les technologies du jeu vidéo. Et donc, je vous ai parlé de web léger, et comme ça, on s'est interrogé à quel est le devenir du web haut débit, en fait, de nos usages contemporains. France Inter. On a trouvé cette petite source, je vais vous la faire écouter. Justice. Ce matin du lundi 12 janvier 2053 sur France Info. Nous abordons avec Maître Imen Sahaf le procès de la décennie. Bonjour Maître. Bonjour. Aujourd'hui a lieu l'audience de Simon Picoulin, plus connu sous le nom de Diablox XX, inculpé pour avoir occupé illégalement les réseaux prioritaires nationaux de l'armée et de la santé. Pour rappel, il est accusé de mise en danger de l'intégrité du système de sécurité de la nation, d'écocide, d'infraction et d'association de malfaiteurs. Diablox XX a notamment utilisé le réseau haut débit national à des fins illicites. L'accusé a en effet développé un modem parasite nommé Glouton qui permet en détournant l'Internet haut débit le retour des MMO, ces jeux jouables par milliers en ligne, hyperactifs dans les années 2020. Véritable personnalité clivante, le hacker de 42 ans est tantôt vu comme un résistant de l'ancien monde, défenseur d'un numérique rapide pour tous, ou alors comme un obscurantiste énergivore anti-progrès. Qu'est-ce qu'on peut... Ok, on a là, peut-être, je sais pas, vous avez peut-être retenu qu'il y a, du coup, c'est un deuxième web, comme une deuxième couche du web, qui est celui réservé au haut débit. Du coup, on a une existence de deux webs, un web léger et un web haut débit, qui lui est réservé à l'État, le réseau haut débit national, le réseau national haut débit. Et donc, on a une persistance des contre-cultures pirates, c'est ce qu'on entend avec cette personne, ce Diablo XX, mais malgré tout une juridiction sévère sur un usage non autorisé du web sévère. Donc il y a une forme de moralisation aussi de l'Internet et des usages qui sont vraiment décrits en fonction du but final du projet. Ce que l'on peut retenir, donc, c'est persistance du e-sport en local, c'est ce qu'on a vu avec ce premier mail, le Internet à deux vitesses, et une interdiction des usages ultra-énergivores du numérique pour les citoyens lambda, d'où cette condamnation. C'est mignon, mais où est-ce qu'on vit dans tout ça? Et voilà, comment est-ce qu'on est arrivé là-dessus? On est tombé sur ça, on a eu un peu de mal à comprendre ce dont il s'agissait, et en fait, c'est un site hébergé localement d'un immeuble, et autre que nous dire qu'il y a une pratique Internet qui s'est, du codage qui s'est vraiment répandu, puisque chaque immeuble, on peut le supposer, dispose de son propre interface. Ce que ça nous dit, c'est autre chose aussi, avec ce petit événement, c'est que les équipements que l'on connaît aujourd'hui n'ont pas beaucoup évolué, ils sont réutilisés, mais ça a été source de création, parce qu'il y a une volonté de créer de nouveaux jeux pour ces objets que l'on connaît déjà, et aussi développer et retenir et réparer ces objets que l'on connaît. En plus de ça, on voit qu'il y a là en fait un modèle de sociabilité nouveau qui n'existe pas encore tout à fait aujourd'hui dans nos usages, qui est une pièce partagée, le NumPlace que nous avons ici, dédié au numérique, mais aussi à d'autres besoins. Comme là, on voit en fait un petit mot d'un papy qui dit merci pour le linge. Ce qu'on a supposé du coup, c'était que il y avait, en dehors du numérique partagé, il y a aussi peut-être les objets lourds, tels que les machines à laver et autres, qui deviennent partagés. On s'est aussi rendu compte, en zoomant sur ce petit mot, qu'il y avait autre chose qui était intéressant là-dessus, c'était que, bon, vous connaissez déjà la DPE, mais c'est devenu véritablement quelque chose qui fait loi, et donc cette notion de perdition énergétique et de perte énergétique rentre fortement dans la législation, de telle sorte à ce que ça devient un enjeu national que de ne plus perdre de l'énergie. C'est ce qu'on a déjà aujourd'hui, mais on voit que ça s'est vraiment ancré profondément dans le quotidien de chaque citoyen. Ce qu'on peut en conclure du coup et en retenir, c'est qu'il y a une généralisation des communs au sein même des immeubles en urbanité, ce qu'on a par notre petit site, une sociabilité qui est revalorisée par immeuble, puisque plusieurs personnes vivent dans ce même immeuble et qui interagissent tous autour de divers événements,
la mutualisation des biens et l'intégration favorisée, l'intergénération favorisée. C'est ce qu'on avait vu avec ce petit papier qui disait merci. En soi, du coup, rapidement, pour revenir sur ce monde, nous avons une mutualisation des outils informatiques et autres, une réparabilité qui devient une norme. Et peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est ce web à deux vitesses avec léger pour le tout un chacun et un web haut débit pour des activités plus spécifiques. L'agriculture, bien sûr, a complètement changé. C'est ce qu'on a vu précédemment avec une agriculture locale et extensive qui est, à la différence de l'intensive, beaucoup plus soucieuse du bien-être animal. En soi, ces trois mondes nous posent peut-être une grande question qui est dans quel monde voulons-nous évoluer demain? Et sur ce, je vais passer la parole à Max. Et qui vous rend la parole. Wow. Qui va vous rendre la parole. La question étant, vous, chers collègues chercheurs de ce séminaire de réflexion sur les futurs potentiels et les futurs soutenables potentiels des métavers, de l'XR, etc. Est-ce que d'abord vous avez des questions de compréhension, parce que c'est la première fois qu'on vous montre ce contenu. Est-ce qu'il y a un monde qui retient votre attention et sur lequel vous aimeriez développer ou faire des hypothèses? Parce que nous, on a fait des hypothèses. Maintenant, vous avez peut-être vos propres hypothèses. Oui, allons-y. Bonjour, merci pour votre enseignement qui était riche. Moi, j'ai juste une question technico-pratique par rapport au volet alimentaire. Comment ça se traduit concrètement? Ça veut dire que tu nous as parlé de l'imprimante dans laquelle on met des sortes de capsules comme Nespresso, mais comment un œuf au plat peut tomber dans mon assiette, du coup? Sauf si j'ai pas très bien compris quelque chose. Alors de ce que nous on a compris, c'est que c'est pas un œuf au plat. En tout cas, ça n'en a pas l'aspect, ça en a uniquement le goût. Alors les exhausteurs de goût, on les connaît aujourd'hui déjà. Et ensuite, c'était l'intérêt de notre recherche autour de cette publicité qui nous montre une expérience. C'est-à-dire que l'œuf au plat, finalement, il est dans notre rétine et pas dans notre assiette. Si, de ce qu'on a compris, selon les descriptifs des cartouches, on a la présence de vitamines. En fait, c'est du condensé de matières premières nourrissantes qui va être imprimé de manière grossière, mais ensuite, grâce à l'aide du métaverse et de la réalité augmentée, on va avoir cette sensation, cette expérience de manger notre œuf au plat à New York ou nos sushis à Tokyo. Peut-être vous voyez Feed qui fait des... Voilà. Par rapport à Feed, c'est de répondre à la satiété qui est encore liée dans notre système digestif au fait de mâcher. Donc, du coup, est-ce que vous avez trouvé une solution en 2058? C'était combien? 52. En tout cas, pour ce qui est des nutriments, il faut imaginer que c'est comme la nourriture pour spationautes. Oui. Y a le concentré de tous les nutriments. Et après, pour la satiété, on n'a pas plus de données sur ces captures, mais c'est nos hypothèses. Peut-être que c'est un monde où la satiété est un souci. Enfin, ça, on ne sait pas. Ok. Une autre question, peut-être? Attendez, on vous donne... Voilà. Question opérationnelle. Méta-infinity, méta-transition et méta-low-tech, vous l'associez aussi à une baisse de température, je n'ai pas saisi. Là, parce que normalement, on doit être sur le 1,5. Voilà. Alors, pour être plus précis, la courbe, ici, c'est la courbe de la quantité de dioxyde de carbone, enfin d'équivalent carbone dans l'air. Ouais. Ce n'est pas les degrés. D'accord. C'est-à-dire que... Donc, ce n'est pas associé à l'impact de notre consommation et nos usages qui permettent de respecter les limites de la planète, avec l'évolution en degrés. C'est l'objectif. C'est juste que ce graphique-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire initiale du monde dans lequel on est, dans un des pires des cas, pourrait monter jusqu'à un plus 4, voire plus 8 degrés. Et ça, ce n'est pas le nombre de degrés à la hauteur, c'est le nombre de quantité de carbone dans l'air. Ce qui s'est passé quand la quantité de carbone s'est mis à devenir un plateau et s'est mis à diminuer, c'est ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, c'est qu'il y a beau avoir moins de carbone dans l'air, en fait, la hauteur ici, qui correspond à 80 millions de tonnes, je ne sais plus combien c'est, en fait, a fait suffisamment de dégâts pour que les degrés continuent à s'emballer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas représenté sur ce graphique. Sur ce graphique, c'est uniquement la quantité de CO2 dans l'air. Donc, on voit que la quantité de CO2 dans l'air d'équivalent carbone a diminué dans les trois mondes, pas avec la même trajectoire, et qu'en fait, ce bout de trajectoire-là a été suffisant pour en fait avoir besoin de délocaliser l'agriculture en Russie, d'avoir besoin de faire de l'impression 3D, etc. En fait, ce qu'on doit retenir de ce truc, c'est que tout se joue dans les 20 ans.
En fait, tout se joue dans chaque année. Chaque année, tout se joue. Et qu'en fait, c'est tellement lent de changer de trajectoire que la COP27 était hyper importante pour commencer à faire de gros choix de bifurcation. Parce qu'en fait, quand on est là, c'est trop tard. Enfin, même quand on est là, c'est déjà trop tard, parce que la courbe, c'est ça que dit ce graphique. Très bien, merci. Et du coup, ma deuxième question, c'est de ce que je comprends dans les grandes lignes, c'est que de Meta Infinity, tout est virtualisé, à low-tech, où il y a une sociabilisation qui revient. Enfin, si j'ai bien compris. Mais vous n'envisagez pas des intermédiaires, peut-être une sociabilisation dans la métatransition C'est le cas, je pense, mais je vais laisser Emma en parler. Je ne l'ai pas saisi, non, désolé. c'est très bien. En fait, nous, on a aussi d'autres archives qu'on n'a pas pu montrer parce qu'il fallait aller vite. Donc, c'est bien qu'on vous donne un peu les infos derrière. Merci. Du coup, justement, par rapport à ces mondes qu'on a explorés, en fait, quand on a fait ce lancer de filet quantique, il y a aussi certains lancers où on n'a rien récupéré. Donc, on ne sait pas comment interpréter ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est parce que juste Internet n'existe plus ou si juste on n'est plus là on n'est plus sur Terre. Enfin, pour dire qu'il y a une partie... je pense que ça ne répond pas totalement à votre question, mais c'est pour dire qu'on n'a pas pu non plus tout explorer et qu'il y a des zones d'ombre et que probablement il peut y avoir d'autres mondes avec... plus de sociabilisation. En tout cas, là, dans le Métallotech, c'est le fait que ce numérique soit... une décroissance numérique, on va dire, qui entraîne à la socialisation pour coopérer, pour toujours y avoir accès. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, ok, je vois. Et l'autre point, quand on peut interpréter, on fait ces hypothèses ensemble, à partir de cette image-là qui nous raconte un cours à l'école, c'est qu'à partir du moment où on a cette réalité mixte, donc capacité de voir ici un singe dans l'espace de la classe, en fait, rien n'empêche qu'on ait des espaces de sociabilité à la maison, comme Star Wars au début. Oui, c'est techniquement faisable. Là, on ne s'est pas concentré dessus, mais c'est largement, et je pense que c'est largement déployé. Et c'est d'ailleurs là-dessus que repose énormément d'économies carbone, qui sont qu'on ne prend plus l'avion. On ne fait plus de transport à distance. Oui, la relocalisation. Et en fait, y a beaucoup de transports qui sont éliminés grâce au fait qu'en fait, on est déjà en coprésence numérique. Voilà. Et une frugalité. Dernière question, excusez-moi. Et du coup, la dernière, la low-tech, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, une diminution de certains outils numériques plutôt que d'avoir un métagramme noir et blanc, plus du tout d'Insta, parce qu'il y a des gens, là, en ce moment, il y a la tendance à j'arrête certains réseaux sociaux, je me concentre que sur un seul ou plus, enfin, ce genre de choses. Vous l'avez envisagé Limitation aussi des outils, en fait. Oui, et c'est pour ça que on a été étonné de voir qu'il y avait une pérennité d'Insta, mais ok. Ouais. Et Pourquoi nous, on récupère les données, on n'est pas là pour... Malheureusement, on n'a pas eu l'historique de tout, mais on peut supposer qu'ils sont passés miraculeusement derrière... Enfin, ils ne sont pas effondrés devant TikTok, bon, ok. Voilà, il est en train de faire le même... mais bon... mais en fait, ce truc de se dire qu'il y a des réseaux sociaux qui vont être abandonnés, déjà aujourd'hui on abandonne Facebook, on a abandonné MSN, mais si c'est juste la stratégie de l'abandon du précédent, on va juste en trouver un nouveau derrière qui va être encore plus... on se dit, ok, Insta, on a une interface, on connaît, peut-être qu'il n'y a pas eu de développement aussi exponentiel d'autres réseaux, et si en fait dans ce monde low-tech il y a une prise de position forte de l'État, sur ce web léger, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un réseau social qui répond à ne pas être trop consommateur, trop énergivore. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du load on demand et autres. C'est parce qu'il faut vraiment rationaliser tout cet usage-là. Ok, merci. Du coup, j'en ai encore une. Allez-y, avec grand plaisir. Et quand vous disiez XR, c'était la somme de métaverse, juste pour bien... C'est-à-dire que vous faites la somme de réalité augmentée, virtual reality, réalité mixte, espace partagé, équipement adapté, c'est ça, quand vous disiez XR. Alors, non, pardon. Là, vous avez la définition XR. Après, qui est donc la réalité mixte. Donc effectivement, c'est plutôt le fait qu'en surcouche du réel, mais sans vraiment que j'ai besoin d'interface lourde, sans que j'ai une interface qui s'interpose entre moi et le réel, eh bien le numérique se manifeste sans s'interposer. Ça inclut le Web3 ? Le Web3, en fait, c'est une sous-couche technique qui permet au numérique de fonctionner. Mais c'est pas, le Web3 ne permet pas forcément de définir ce qui se passe en termes d'expérience dans vos yeux. Okay.
Ce qui se passe, ce qui est en revanche basé sur le Web3, c'est le smart contract de l'enfant de l'enfant en location dans le numérique. Ça, il est probablement, on l'a pas explicité, mais il est très probablement, je vais vous mettre l'image, voilà. C'est probablement un smart contract qui marche en Web3. La question de la délocalisation, en tout cas de la décentralisation du numérique dans ces trois mondes, elle est encore à aller explorer. Ce qu'on comprend très vite, c'est que dans le monde, en tout cas dans le futur low-tech, cette décentralisation est extrêmement forte, mais surtout elle est couplée à une géolocalisation, à un ancrage territorial. Donc, en fait, les clubs de e-sport sont relocalisés, je sais pas, donc par ville, quoi. Et donc du coup, les internets sont basés comme ça sur des petites distances. Donc on a plus un serveur qui est jamais unique, un multiple serveur démultiplié sur toute la planète. Qui permet à je ne sais pas combien de milliers d'utilisateurs d'accéder à un contenu. Là, on l'a de manière très localisée, ce qui n'empêche pas pour autant de faire marcher ça potentiellement avec une blockchain ou du Web3, mais à une échelle réduite, donc à une quantité d'utilisateurs réduite, et c'est ça qui fait sa frugalité. Mais par contre, voilà, on pourrait faire toute une deuxième conférence sur le Web3 dans chaque monde. Mais là, on va éviter. Rendez-vous au prochain épisode. Une dernière, allez-y. Hein. Juste pour finir, une question profane, c'est quel outil vous utilisez pour vos voyages dans le futur? J'ai pas entendu la question. Une question profane, quel outil vous utilisez pour voyager dans le futur? Je crois que c'est un bon, c'est une bonne transition vers la conclusion, ça. Allez, on retire les masques. Alors, ceci était donc bien une fiction. On n'est pas un groupe de recherche, mais on est en fait ici trois membres du groupe de travail, qui étaient 3 étudiants et étudiantes d'école des Arts Déco. En revanche, on a travaillé comme un groupe de recherche pendant 6 semaines, un rush de 6 semaines pour vous montrer ça. On a dû en enlever un peu pour que ça tienne en 1 heure. Le débat initial il faisait 2h30 normalement. En revanche, donc le partenariat avec le CERN et non pas le CERN, c'est effectivement une fiction d'imaginer qu'ils ont un ordinateur quantique qui explore le futur. L'outil d'exploration du futur, c'est en fait ce qu'a permis la méthodologie du laboratoire des déviations écologiques que je représente, qui est donc une méthodologie qui s'appelle le design fiction. C'est pas de la science-fiction où on écrirait des textes, c'est du design fiction. Donc on fait des objets qui racontent le futur et qui nous permettent d'en débattre. C'est une pratique maintenant qui commence à être très répandue en France, même si ça fait moi c'est plus de 10 ans que je fais ça et que c'était à l'époque très, très international et peu français. Aujourd'hui, depuis par exemple le fait que le ministère de la Défense ait développé sa Red Team. Quelqu'un connaît la Red Team ? La Red Team, c'est une squad d'auteurs de science-fiction qui rédigent des scénarios de rupture de futur pour permettre à l'armée de s'entraîner à riposter, en tout cas à avoir des scénarios de riposte en cas de futur étonnant et vraiment imprévisible. Et donc, ça vous montre que c'est une pratique qui est largement plus généralisée que celle qui s'est passée dans cette pièce. Donc ça, c'était pour répondre à l'outil. L'outil, c'est la méthodologie qu'on a mis en place. Et enfin, en revanche, ce qui n'est pas une fiction, c'est la majorité des données qu'on a employées pour imaginer ces 3 mondes. Qui sont en fait, voilà, comme en prospective, on emploie des tendances lourdes et des signaux faibles pour comprendre qu'est-ce qui a l'air inéluctable aujourd'hui et qu'est-ce qui, en revanche, pourrait être une piste de bifurcation. On a réuni tous ces signaux faibles en 3 grands groupes et puis en fait, on en a imaginé 3 mondes qu'on a nommés. Et ensuite, on en a créé finalement, on en a identifié des controverses dans ces 3 mondes et on a fait des objets pour les incarner et vous permettre d'en discuter. Ça, c'était l'aspect méthodologique, qui c'est une collaboration avec Martin Deby, enseignant à l'ENSAD, l'école des Arts Déco, qui m'a invité à... Moi, je suis externe à l'école, mais à encadrer la méthodo. Et grâce à Jérôme, me dit aussi d'avoir permis ce projet d'exister. En revanche, dernier moment où j'aimerais avoir votre attention, c'est et si on essayait de voter sur un des 3 mondes, donc dans quel monde voudriez-vous vivre si vous n'aviez pas le choix? Alors, je vous remets une image. Donc ça, c'est un monde parfaitement soutenable, mais qui s'est pris une grosse claque au démarrage. Ça, c'est un monde où
le numérique est utilisé pour essayer de rendre nos usages soutenables, mais en fait, ce n'est pas suffisant parce qu'il consomme tellement d'énergie qu'il faut faire énormément de concessions sur d'autres choses, donc avoir un quota carbone par personne, relocaliser l'agriculture, ne plus se déplacer. On ne se déplace quasiment plus, on fait tout à la maison. Le télétravail. Et Meta Infinity, c'est un monde où on parie tous sur l'émergence de la fusion nucléaire ou d'énergie verte, parfaitement verte, mais ça prendra du temps. Donc c'est un pari. Potentiellement, ça pourrait arriver, et ça pourrait arriver plus tôt, mais c'est un pari. Donc maintenant, je vais dire qui vote pour, on va faire avec les bras levés, qui vote pour vivre dans un monde où on fait un pari, ça ne prendra peut-être pas cette courbe, hein, mais qui fait un pari sur les technologies d'énergie verte. Juste pour qu'il y en ait un, je vais faire moi. Qui vote pour vivre dans un monde bêta-transition. On a une deuxième personne. On a une petite main toute timide qui vote pour un monde qui se prend une grosse claque mais qui change de manière drastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu plus une majorité. Et c'est son monde, hein, c'est pour ça que c'est vrai qu'il est content. Mais en tant que chercheur, on est neutre, entre guillemets, on est transpartisan. Attendez, avec le micro, parce qu'au cas où, pour la captation. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Bravo. Non, la seule chose que je me dis, c'est que le métallotech est un peu dur, quoi. Cette frugalité un peu dure. Et on parlait, il y avait des conférences ce matin sur le Web3. Et le Web3, quand même, au-delà des enjeux d'impact environnemental sur lesquels, par exemple, des blockchains travaillent, comme Tezos, qui sont quand même assez intéressantes, il y a quand même un esprit de communauté dans le Web3. De socialisation qui peut être intéressant quand même à pousser. Donc il y a un mix peut-être entre l'avenir technologique et l'aspect socialisation que je trouve très intéressant, que vous avez bien mis en avant dans la low-tech, mais qui est très très frugal. Donc je ne sais pas. C'est vrai. En fait, j'arrive pas à me prononcer. Oui, je comprends. C'est difficile. Mais c'est vrai que même s'il y a ce côté sociabilisation et développement de communauté, c'est des choses qui ont un coût. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec l'effet rebond. Le passage au Web 3 ne va pas faire qu'on va abandonner le Web 2 ni le Web 1. Et donc ça va continuer d'exister et ça va continuer de grossir. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire une tabula rasa. On a les voitures électriques, on n'a pas arrêté de rouler au pétrole. Bon. Et c'est exactement la même chose. Donc ce méta low-tech qu'on décrit, il est difficile, mais aujourd'hui, notre mode de production, même les plus pauvres des Occidentaux vivent comme des ultra-riches ailleurs, et ça consomme beaucoup. Et donc se dire que vivre frugalement en Occident, peut-être que ça permettrait aussi d'avoir une communauté mondiale beaucoup plus juste, parce que tous ces autres mondes, mine de rien, ce que ça dessine, c'est un creusement des inégalités mondiales. Et ça ne va pas résoudre les problèmes d'exode, tout le reste. En fait, les trois mondes peuvent paraître forcément un peu durs, mais par rapport à qui, par rapport à quoi, et au nom de quoi on fait tout ça. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant dans quel monde vous voulez vivre, mais c'est lequel vous fait le moins peur finalement. Et c'est un peu ça l'enjeu. En fait, c'est trois mondes dans lesquels il y aura forcément un changement. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est que peu importe le futur dans lequel on va, on aura forcément un bouleversement. La question, c'est est-ce qu'on décide de l'activer ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on construit collectivement ? Est-ce que ça vient de la population ? Est-ce que ça vient des politiques ? Est-ce que ça vient des entreprises ? Est-ce qu'il y a un espace pour en parler ? C'est rare en prospective dans mon domaine qu'on ait une certitude. Le futur est toujours incertain. Si on a bien une certitude, c'est que le futur est un bouleversement. Pour notre génération, c'est certain. La question, c'est lequel ce sera. Et donc, un dernier point, donc la conclusion. Quand tu mentionnais, c'est pas parce qu'on a des voitures électriques que pour autant on continue. C'est ce graphique qui montre la consommation énergétique par secteur énergétique depuis 1850. Et en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on invente une nouvelle type d'énergie, on l'additionne aux autres. C'est pas parce qu'on a inventé les renouvelables qu'on a arrêté d'utiliser du charbon. En fait, c'est l'inverse. Le charbon continue à exploser. Donc, c'est un graphique qui est assez pertinent pour expliquer qu'on n'a pas de transition aujourd'hui. Ça n'existe pas encore le cas. Et pour conclure, surtout plutôt sur la question du numérique, des enjeux du numérique sur la soutenabilité, je ferai référence à ce rapport qui vient de sortir, Octobre 2022, qui n'est pas une fiction, dans lequel le terme
Le terme climat est cité 6 fois sur 115 pages, et environnement, il y a 1,5 page sur les 115 pour pouvoir en parler, et qui pointe beaucoup d'interrogations. C'est intéressant hein, qu'il le fasse, mais c'est du coup pas du tout prioritaire dans la quantité par rapport au rapport. Donc je vous remets ici la donnée de si on imagine un métavers qui est aussi... qui fait autant succès qu'un Netflix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pourrait consommer jusqu'à 88 000 allers-retours Paris-New York par jour. Qui est un calcul que j'ai fait moi-même très simplement en prenant le bilan carbone de Netflix. Donc il faudrait demander à un expert ou une experte. Et le rapport finit là-dessus. Il faut toujours connaître les limites du possible pour s'arrêter, mais pour entreprendre l'impossible, pas pour s'arrêter, mais pour entreprendre l'impossible dans les meilleures conditions. Et donc moi je pose la question, pas du tout sur la question est-ce que c'est vraiment impossible, la question c'est à quelles conditions on veut développer ces technologies. Donc dernier point pour arriver à garder des données en tête, c'est qu'aujourd'hui les enjeux du numérique qui se passent pour l'utilisateur sur l'utilisation, c'est son utilisation qui consomme le plus d'énergie. 8 équipements numériques par personne, forcément, on comprend que ça consomme de l'énergie. En revanche, pour les fabricants, et c'est sur la question des émissions de gaz à effet de serre du numérique, c'est eux qui ont la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre, parce que ça se passe dans la fabrication. Et pas forcément sur... et ça, vous avez la donnée, donc vous pouvez aller voir sur Green IT, il y a plein de détails sur qu'est-ce qui compose ce truc en fait. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est l'extraction des ressources? Est-ce que c'est les machines qui tournent? Voilà. Je vous laisserai aller creuser. Donc, à part l'énergie, il y a un deuxième point qui est la disponibilité des minerais, qui sont des minerais en tension aujourd'hui. Ce qui veut dire que aller faire un sprint pour développer un maximum ces technologies, c'est potentiellement faire en sorte que ces minerais ne soient plus disponibles pour développer des voitures électriques ou des éoliennes ou des panneaux solaires, parce que c'est les mêmes minerais. Donc il pourrait avoir une compétition des usages sur ces minerais. Et donc ça, c'est les grandes questions à poser aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai un petit slide conclusif, vous pouvez faire une photo. Et j'ai terminé là-dessus. Donc je vais lâcher le micro, j'afficherai les remerciements dans 2 secondes, mais je vous laisse faire la photo. Et merci beaucoup pour votre attention et merci à nos 3 chercheurs, chercheuses.